Bon, c'est encore moi qui est le dernier obstacle. Tantôt, c'était avant le lunch, là, c'était avant le cocktail. Je ne suis pas sûr si c'est mieux ou pire que ce matin. Mais bon, disons que je suis encore le dernier obstacle. Cet après-midi, la différence entre faire une conférence et puis animer, c'est que j'ai aucune idée de ce que je vais poser comme question avant vraiment de commencer la journée. C'est pas vraiment stressant, hein? Il faut juste écouter ce qui se passe en avant pendant toute la journée, puis l'inspiration vient. Et puis c'est plus facile. Mais après-midi, j'écoutais, puis je me disais, j'avais de la misère à avoir un fil conducteur. Puis à la fin, quand Linda a parlé de galénique, ça s'est éclairé dans mon esprit. Je vais juste partager avec vous quelques petites choses, puis après ça, je vais laisser les panélistes commenter sur mes commentaires. D'abord, ce qui m'a frappé, c'est on parle beaucoup de relationnel. Si on recule 60 ans ou 100 ans, un commerçant ne se posait même pas ces questions-là parce que le relationnel, pour lui, il connaissait tous ses clients qui rentraient dans son magasin, il les connaissait par son prénom, il savait, même s'il n'y avait pas vraiment de base de données puis qu'il n'y avait pas de big data, il savait à peu près, bon, ben, Jean-Claude, il achète telle chose, il est marié avec Ginette, il a 3 enfants, fait que tu aurais besoin de ça, oui. Tu anticipais les besoins de ton client, tu n'avais rien. Mais tout se faisait au niveau personnel, puis tu reconnaissais les gens qui entraient dans ton magasin. On avance rapidement 100 ans plus tard. Qu'est-ce qu'on fait? On veut reproduire la même chose. Hein? Sauf qu'on ne connaît personne. Mais on veut reproduire la même chose. Mais là, on a 100 000, 200 000, 2 millions de clients, puis évidemment, on ne peut pas les connaître par leur prénom, mais c'est essentiellement la même chose qu'on veut faire. Même affaire. Puis pour ça, on se donne des moyens compliqués, on engage des PhD, on a du big data, on a des outils qui coûtent des millions, on n'est pas trop certain si on parle à la bonne personne. Tout ça, ça semble bien compliqué. Puis là, il y a Stéphane qui nous dit, bien, il y a une approche graduelle, puis on peut y aller à petits pas, puis à petite bouchée. Puis on a Galénic qui nous dit, Linda, ben, je ne savais pas vraiment, mais on avait déjà des données, mais on ne les exploitait pas. Il y a une richesse qui existe, qui est insoupçonnée. Puis si on commence à petits pas, on la découvre. Puis on peut faire des gros gains commerciaux juste à exploiter ce qu'on a. Fait que toute cette idée-là, dans le fond, de l'approche graduelle, a fait des petits pas dans ma tête. Puis je suis curieux. Gaënic nous l'a assez bien expliqué. Là, Linda nous a fait le tour de ce qui s'était passé chez elle. Mais de Stéphane, j'aurais aimé, puis d'Alexandre, j'aurais aimé savoir de vous s'il y a des exemples de cette approche graduelle-là dans d'autres entreprises que vous avez connues, où dans le fond, les gens étaient assis sur une mine d'or, puis on pouvait l'exploiter sans trop de sophistication, sans faire appel à tout le big data, mais seulement par l'intelligence du marketeur et par les moyens qu'on avait, dans le fond, à notre disposition. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Je vous propose de commencer. En effet, c'est, je dirais, 99% des cas, ce que vous citez. C'est-à-dire que, comme l'a dit tout à l'heure Linda, en général, il y a énormément de données qui sont là. Et commencer par du bon sens, ça marche. Et ça date pas d'aujourd'hui, c'est de tout temps, ça a été comme ça. Donc la question de fond, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est de commencer par un objectif. Si j'ai un objectif, je peux y répondre. Si j'ai pas d'objectif et que j'essaie de courir partout, j'y arrive pas. Et commencez par un objectif et graduellement, vous allez construire toute cette mécanique qui va conduire au fur et à mesure à une efficience opérationnelle. Tu sautes ton tour? Non. Parfait. Donc, tantôt, quand je vous parlais d'un peu de la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal, j'ai utilisé le mot base de données. Okay? Donc, quand j'ai dit ils ont fait des recherches, en réalité, c'était pas vraiment une base de données. Okay? Donc, eux, leur base de données, c'est un fichier Excel. Okay? Donc, on parle d'approche graduelle. Pas nécessairement besoin d'être très, très organisé, d'avoir tout mis en place, toute la technologie pour commencer son marketing relationnel. Il suffit d'avoir certains points de contact, certains points de data, puis de justement, comme monsieur vient de dire,
de se mettre un objectif et de dire ben, moi, je vais entrer en relation avec cette personne. Que ce soit dans un fichier Excel, dans une base de données, dans un Access, ce n'est pas nécessairement important. Deuxième point, peut-être que je voulais faire aussi, la majorité des cas que je vous ai présentés tantôt, ça a été fait l'année dernière. Okay? Donc, c'est leur première étape ou leur deuxième étape de leur plan. Ces entreprises-là, maintenant, sont rendues dans leur deuxième phase de marketing relationnel, donc sont encore plus loin. Donc, quand on parle d'approche graduelle, c'est vraiment important quand on fait du marketing relationnel de se citer des objectifs, de se mettre des objectifs, de les atteindre, puis après ça, de dire, bon, ben, écoute, c'est quoi la prochaine étape, deuxième étape, troisième étape. Puis quand on fait ça, ben, on va y aller avec, on va avoir du succès. Puis Alexandre, juste pour compléter sur ton commentaire, comment ça se déclenche dans l'entreprise, cette première étape-là? Qu'est-ce qui fait que ça fait, par exemple, 4, 5, 6 ans, 10 ans qu'on accumule de l'information, que ça traîne là, il n'y a rien qui se passe, puis soudainement, il y a quelqu'un qui allume, puis il faut l'exploiter. Qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas une chose. Il y a plein de choses. Des fois, c'est des gens. Un changement au niveau du management. Quelqu'un qui a un background plus relationnel. Quelqu'un qui se dit, écoute, on a toute cette information-là, mais quand on parle à nos clients, on ne fait rien avec. Donc, c'est sûr qu'il y a une volonté au niveau du management, au niveau du marketing, de développer des stratégies de marketing relationnel. Dans d'autres cas, c'est l'industrie. On parlait de discount, donc compétition très, très féroce. Il faut essayer des nouvelles choses. On ne peut pas se contenter de faire juste des MeToo, copier la compétition. Donc, il y a plein de facteurs. Peut-être que je vais passer le micro à madame. À Linda. Linda, est-ce que c'était la pression de la compétition qui vous a forcé à aller dans cette direction-là ou c'était vraiment, ça venait de l'intérieur? Ben, en fait, moi, j'ai été la première à freiner, à surtout ne pas vouloir faire de relationnel durant très longtemps. Enfin, durant même 2 ans. Durant même 2 ans, j'ai dit à mes équipes, je ne veux pas qu'on y aille. On savait qu'on voulait recruter, tout le monde disait, allez, on va les recruter sur Internet. Recruter sur Internet des consommatrices de cosmétiques. Je ne sais pas si quelqu'un a essayé, oubliez là. Non, je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas y aller parce que ça a coûté cher. Et puis c'est ce qu'a dit Stéphane. Mais c'est quoi ton objectif? C'est pour faire quoi? Pour parler à qui? Pour leur dire quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on veut leur dire. Et le déclencheur, ça a été de se retrouver en fait avec une super base de données, se retrouver avec 25 000 personnes qui voulaient nous parler. Mais là, on s'est dit, bon, il va falloir leur parler, puis leur parler vite, là, parce qu'ils ne vont pas nous attendre longtemps. Donc, ils nous ont fait un cadeau extraordinaire. Ils nous ont donné plein d'informations sur eux. Ils nous ont donné leur nom, leur prénom, leur adresse et leur mail. Ben, la moindre des choses, c'est qu'on sache leur parler et qu'on les remercie de ça. Et donc ça a été le déclencheur. Et ensuite, on a défini nos objectifs, défini la stratégie, etc. Donc ça peut venir d'une personne, effectivement. Puis ça peut venir d'une situation comme ça, on se dit non, attends, c'est trop bête là. C'est plate, c'est pas possible. Et donc c'est parti comme ça. Mais au départ, je freinais parce que ça coûte cher et que j'étais incapable d'aller le vendre à mes dirigeants pour leur expliquer combien ça allait rapporter. Donc on y allait doucement. Et effectivement, la démarche graduelle, en plus, ce qui est génial, c'est qu'on peut le faire. On peut faire du test and learn en permanence. On peut essayer 3 newsletters différentes pour la même cible et voir celle qui va répondre le mieux. Donc c'est un outil qui est extraordinaire là-dessus, justement. Linda, gardez le micro. Oui, vous avez dit pendant votre présentation, ça prend du temps. Ça m'a frappé parce qu'il y a comme un élément de patience dans ce virage-là. Vous avez dit il faut montrer, il faut convaincre la direction que c'est rentable de faire un virage comme celui-là, que ça vaut la peine de parler aux gens qui prennent le temps de nous donner toutes ces informations personnelles-là. Mais comment fait-on pour gagner du temps dans l'entreprise quand on a la pression de livrer des résultats, par exemple, financiers, rapides? Puis je sais, dans la plupart des industries puis des gens qui travaillent ici, on se fait continuellement monitorer sur nos résultats financiers. Mais comment fait-on pour gagner du temps? Bon, alors moi, j'ai quand même la chance d'être dans une entreprise qui n'a pas de résultats financiers, puisqu'on est une entreprise privée, donc on n'a pas d'actionnaires à qui on doit remontrer tout ça. Vous n'avez pas de pression pour livrer? Non. On a de la pression sur le chiffre. On a de la pression sur le chiffre. Mais en fait, pour gagner du temps, encore une fois, moi, je prends le temps d'abord de bien définir les objectifs. Si je veux gagner du temps, je ne veux pas défaire ce que je suis en train de faire. Donc, je veux que quand je commence à y aller, ce soit sur la bonne direction et que je sache exactement. Donc, se poser ces questions-là, parce qu'une fois qu'on a commencé à entrer en relation avec une cliente, en ce qui nous concerne, ou avec un client, là, on s'est mis en danger. Et là, on prend des risques.
Donc là, on préfère effectivement expliquer que je prends le temps de réfléchir parce que le risque est trop important. Ne pas parler à un client, c'est pas grave. Mal lui parler, ça peut être extrêmement dommageable. Et ça, généralement, nos dirigeants le comprennent quand même. Stéphane, avez-vous des commentaires sur... Parce que pas tout le monde qui a la chance que Linda a de ne pas avoir de pression. Alors, mais en fait, souvent, ce qu'on voit pour accélérer les choses, c'est la preuve. C'est montrer que ça fonctionne, montrer que c'est rentable. Et l'idée du test and learn, pour ça, est extraordinaire parce que chez beaucoup d'entreprises, on peut facilement travailler sur un certain nombre de clients, les isoler, travailler de façon particulière, de démontrer la valeur que ça apporte. Et à partir de là, quand on a la preuve, c'est plus du vent, c'est plus du papier, c'est réel, c'est là. Et avec ça, on arrive plus facilement à convaincre les directions qui ont à décider qu'il faut aller dans cette voie-là. Et juste une expérience, parce qu'on, comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille dans pas mal de pays, et de temps en temps, on parlait des facteurs de décision, sur des personnes qui comprennent, qui ont envie d'aller tout de suite là-dedans et qui sont prêts à faire un Big Bang. Alors évidemment, c'est le dirigeant de l'entreprise qui va décider ça. Et quand il décide ça, comme par hasard, toute l'entreprise change. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est un projet d'entreprise. Et en plus de ça, s'il y a la preuve, mais tout le monde est embarqué, c'est parti. Alexandre, avez-vous des commentaires? Discount a dû se faire pousser en derrière un peu, hein? C'est un peu l'exemple que je voulais utiliser. Puis, pour dire dans le fond qu'on n'est pas obligé non plus de mettre une ligne dans le sable quand on commence à faire du marketing relationnel. On n'est pas obligé de dire que tout ce qu'on faisait avant est plus bon tout d'un coup parce qu'on n'était pas pertinent. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a moyen encore approche graduelle, mais aussi de s'en aller vers une stratégie de marketing relationnel, mais conserver un peu les stratégies qui fonctionnaient déjà aussi. Donc, ce qui va permettre, dans le fond, au sein d'une entreprise qui ne veut pas créer un Big Bang, un peu d'y aller avec certains succès, créer un petit succès, certaines petites campagnes relationnelles, puis bâtir sur nos succès pour y arriver sur 1 an ou 2 ans avec une stratégie marketing relationnelle complète. Donc, en fait, le point à retenir de ça, c'est de dire, bon, pas de ligne dans le sable, on continue à faire ce qui fonctionne pour notre clientèle, puis on évolue vers une stratégie plus relationnelle là, dans le futur. Parlant d'évolution puis de changement, il y a une phrase qui m'a frappé quand Stéphane a commencé sa présentation tantôt. Puis, il dit, c'est ce qu'il a dit, je ne sais pas si c'est les mots exacts, mais en tout cas, l'idée est là. Le domaine du possible est infini. Je me concentre sur ce qui est utile. Quand on voit l'ensemble des informations qu'on reçoit, il y a le réflexe parfois dans les entreprises, c'est un commentaire personnel, d'avoir une soif insatiable d'amener de nouvelles données autour de la table. On vient de dire qu'on a déjà des choses qu'on exploite mal. Ce n'est pas suffisant, on en amène davantage, qu'on exploitera encore plus mal, parce qu'on va en avoir trop, on ne saura pas quoi faire avec. Donc, encore plus inutile qu'avant. Mais c'est bien beau tout ça, mais quand on commence, puis que, par exemple, dans une grande entreprise où on a des millions de transactions, où on a des données qui viennent de notre centre d'appel, où on a des milliers de contacts à travers nos courriels, quand on dit « je me concentre sur ce qui est utile », par où je commence? Et comment je fais pour trouver ce qui est utile? Parce que sinon, on va se disperser nos énergies, puis on n'arrivera à rien. Puis c'est là que, évidemment, après des centaines de milliers ou sinon des millions de dollars, nos vice-présidents puis nos exécutifs vont dire « mais on dépense d'argent pour rien ». Comment fait-on, Stéphane, ce passage-là d'admettre qu'il faut se concentrer sur l'utile puis de le trouver? Alors c'est compliqué. J'imagine. C'est compliqué pour différentes raisons. La première, c'est qu'il y a ça implique différentes directions dans l'entreprise et tout le monde n'a pas forcément le même intérêt. Ça, c'est le premier point qui rend les choses complexes. J'imagine que quand vous travaillez avec les personnes qui s'occupent de vos systèmes d'information, vous n'êtes pas toujours en accord. Voilà. Donc typiquement, et alors si on veut avoir de la data, il faut travailler avec ces personnes-là. Mais eux aussi ont un rythme de projet de travail qui est à très long terme. Alors qu'au marketing, on est à très court terme. Donc par essence même, c'est compliqué. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que quand je parle de vision, quand je parle de stratégie, d'objectif, si c'est défini et que j'ai un diagnostic, comme l'a expliqué Linda, où je sais où j'en suis et je sais où je veux aller, je peux commencer à construire mon plan d'action et avoir une vision dans le temps. Et cette vision dans le temps va m'indiquer exactement ce dont j'ai besoin en termes de connaissances clients. Et quand j'ai déterminé ce dont j'ai besoin en termes de connaissances clients, je sais exactement quelle data aller chercher. Je vous ai parlé par exemple de tout ce qui est marketing communautaire dans les télécoms. Ben, sachez qu'il y a peu d'opérateurs qui le font aujourd'hui. Pourquoi ?
c'est pas un problème de données, ils les ont. C'est pas un problème d'algorithmie, ça existe. C'est un problème de savoir prendre cette information et l'utiliser de façon concrète. Et ça, c'est très particulier ce dont je suis en train de parler. Et ça peut pas venir en claquant des doigts, ça va se faire dans le temps. Oui, moi je reviendrai en fait sur ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est que en fait, ça fait très longtemps qu'on fait de l'individualisation et que un vendeur ou une vendeuse, elle s'adresse à une femme ou un homme qui est en face d'elle. Donc en fait, c'est quoi les informations qui, elles, vont l'intéresser? Ben, normalement, ça devrait être les mêmes. Chez Galenic, on a des vendeuses qui vendent tous les jours et qui sont en train de conseiller les produits. Ben, elles n'ont pas besoin de savoir si la femme elle a eu 3 enfants, si elle était à l'université de Sherbrooke ou à HEC Montréal. Ça ne changera rien. En revanche, elle va lui demander comment vous trouvez votre peau en ce moment? Combien vous utilisez de produits? Vous préférez un démaquillant qui se rince ou un démaquillant qui mousse? Enfin, bon, je vais m'arrêter là parce qu'après vous n'allez pas suivre. Mais en tout cas, en fait, on revient au basique. Effectivement, vous l'avez dit, c'est juste vendre le bon produit à la bonne personne, puis savoir quoi lui dire. Donc quand on revient en fait à ce dont a besoin une vendeuse pour vendre un produit, ben, c'est juste ça. Et déjà, on va commencer avec ça. Et si effectivement, vous avez raison, si j'arrive à exploiter ça, déjà, je serai content. Ouais. Juste pour enchérir sur le commentaire de Linda, parce que je trouve ça intéressant, même plus qu'intéressant, je trouve ça essentiel. On a des contacts. Dans le part de nos relations d'affaires, il y a des personnes humaines qui parlent à des personnes humaines, que ce soit en magasin, que ce soit au centre d'appel. On fait souvent des focus group avec les clients. Mais si on faisait des focus group avec ces gens-là, on en apprendrait, à mon avis, beaucoup plus et beaucoup plus vite. Ils sont exposés à toutes sortes de types de clients, à toutes sortes de problèmes. Ils ont souvent, je parle des bons vendeurs, des bonnes personnes en centre d'appel, ils sont capables de trouver le mot juste pour résoudre le problème rapidement et efficacement. Puis souvent, on néglige ces sources d'informations-là à l'intérieur de l'entreprise. Puis on va parler à un consommateur qui est désarticulé, désordonné, puis qui a de la misère à exprimer ses besoins. Alors que ces gens-là sont habitués de les décoder. Juste un commentaire en passant. Tu veux que je fasse un commentaire sur ça? Oui, non, vas-y. Ben moi, je vais revenir à l'utilité des data. Donc, la question qui est originale qui a été posée, tu sais, tout le data peut être utile. Okay? Donc, on peut accumuler plein de data. À la fin de la journée, on l'a mentionné à plusieurs reprises, nous trois, durant nos présentations, ça dépend de l'objectif que tu veux accomplir. Si on veut cibler les femmes dans certains produits, donc, puis on va atteindre un certain objectif dans notre campagne, on va aller chercher le data qui est utile pour cette campagne-là. Okay, donc, le data il est toujours utile. Il suffit de bien identifier le data qu'on va avoir de besoin pour notre cible puis atteindre nos objectifs. Donc, accumuler du data, c'est le fun. Dans ton cas, toi, tu savais comment bien identifier le data qui allait t'amener à comprendre ton type de client, de cliente en particulier. Donc, tu as identifié ça comme premier point de contact. Puis comme qui disait Claude ce matin de Nexology, bien identifier le data qui va nous être utile pour une campagne, c'est important de le faire au début. Okay? Donc, faire un kick-off, bien identifier ses besoins, bien identifier ses objectifs, le data va venir supporter ces objectifs-là. Donc, si on prend ça comme ça, on va être sûr de jamais accumuler trop de data, jamais utiliser du data qui est non pertinent, puis on va vraiment s'assurer d'y arriver à nos objectifs de campagne. J'ai encore d'autres commentaires que j'ai recueillis ou d'autres citations de nos présentateurs cet après-midi. On parlait d'approche graduelle. On comprend qu'on peut commencer avec ce qu'on a, on peut le développer. Il y a une mine d'or qu'on a. Ça ne prend pas des outils trop sophistiqués pour l'exploiter. Ça prend une bonne coordination d'efforts, une bonne compréhension d'où est-ce qu'on veut aller. Ça se faisait il y a 20 ans, ça se fait encore aujourd'hui, puis ça reste d'actualité. Mais Stéphane a dit quelque chose qui m'a amené un petit peu plus loin dans la réflexion, puis dans le fond, où les Anglais diraient on leapfrog, où on fait un saut quantique. Il faut accepter de lâcher, de tout comprendre. Ça, c'est une phrase qui m'a frappé, parce que supposons qu'on ait défriché le terrain connu, puis qu'on s'en va à terrain inconnu, où là, on tombe dans le big data, où là, on ne veut plus parler avec Pierre Jean-Jacques, qu'on connaît très bien, mais on ne sait pas vraiment à qui on parle, puis on a des millions d'interactions comme ça qui se passent en temps presque réel ou sinon réel. Impossible à comprendre tout ça. On peut mettre des mécaniques en place, des algorithmes mis en place pour avoir des interactions avec la clientèle qu'on ne contrôle même plus. Jusqu'où on peut aller là-dedans? Puis quelle est la zone de confort actuelle
pour les praticiens, autant du côté marketing que du côté big data, à accepter de ne pas comprendre vraiment ce qu'on fait. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et, Encore, au vous avez des quotidien, questions oui, difficiles. oui, mais c'est intéressant parce qu'au quotidien, quand on le vit avec les entreprises avec lesquelles on travaille, voire même avec les étudiants, parce que j'enseigne aussi pas mal, et je vois exactement ce même problème avec les étudiants, parce que les technologies avancent, les méthodes avancent, on parle de choses de plus en plus complexes, et finalement, quelle est notre capacité en tant qu'individu à tout maîtriser? Elle est faible. Donc c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il faut accepter de dire mais je ne suis pas capable, et quelle que soit son intelligence, ce n'est pas le sujet, je dois accepter ça, et donc utiliser finalement de la technologie, ou on va dire de l'intelligence artificielle, pour reprendre ce terme-là, qui va aller plus loin, plus vite que moi surtout. Et ma compréhension, c'est la pertinence de ce que je fais. C'est pour ça que tout à l'heure, je mettais le mot pertinence avec surprise et efficacité, mais c'est ça mon indicateur. Et moi, ce que je dois vérifier, c'est d'être toujours pertinent, de toujours être dans la surprise, donc dans l'animation du client. Et je dois me concentrer sur ça. Je dois amener des innovations, je dois amener des nouveaux produits, des nouvelles façons d'interagir avec mon consommateur. Mais je ne peux pas tout faire. Et il faut que je l'accepte. Oui, je ne rajouterais pas grand-chose. Après, pour ma part, ça fait 20 ans que je fais du marketing, donc ça fait 20 ans que je ne sais pas quand même. Hein, donc, oui, on n'est pas sur une science exacte. Donc, j'ai l'impression que ça fait 20 ans que je me rends compte que je ne sais pas grand-chose et que on teste. Et puis parfois, on se rend compte qu'on avait raison et puis parfois, on ne comprend pas pourquoi on a échoué, mais on a appris un petit peu plus. Et dans le monde des cosmétiques et de la relation de la femme avec ses cosmétiques, je pense que j'aurais jamais épuisé le sujet. Ça fait partie du truc. Je vais renchérir sur le commentaire que tu viens de faire, du fait que tu dis que tu ne comprends pas grand-chose. Puis c'est bien, parce que dans le fond, ce que ça force à faire, c'est que ça force à faire des essais. Ça force à faire des tests. Puis en marketing, puis surtout en marketing Internet, ce qui est en relationnel, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se permettre de faire des tests. Il faut juste accepter que des fois, ça ne fonctionnera pas. Mais quand on fait des tests, quand on accepte de ne pas tout comprendre, on essaie des nouvelles choses, puis ça nous fait progresser. Peut-être que ça ne marchera pas du premier coup, ça ne marchera peut-être pas du deuxième, mais quand on va trouver la recette, là, ça va nous permettre d'aller chercher des parts de clientèle, de convertir des clients, puis de partir de notre machine marketing. Donc, le fait de ne pas tout comprendre, c'est normal, c'est même bien. Ça force les tests, ça force l'innovation, puis c'est ça qui est important au niveau du marketing, selon moi. L'échec, dans le cadre de la pratique du marketing relationnel, l'échec est légitime. Mm-hmm. Et puis, on doit absolument, c'est une question de culture, là, on doit absolument se convaincre que c'est tout à fait légitime de tenter des choses puis d'échouer. Parce que c'est la seule façon qu'on a de progresser dans ce monde-là. Si on s'attend à ce que toutes les expériences qu'on fasse soient un succès, vous allez changer de métier. Parce que ça n'arrivera pas. Puis, on va rien faire. On ne fera rien. On ne prendra pas de risque. Puis, en parlant de risque, Stéphane, tu l'as dit, je prends de plus en plus de risques. Et puis, c'est ça qu'on fait. De plus en plus de données, de plus en plus de canaux, de plus en plus d'outils automatisés nous forcent à prendre de plus en plus de risques en parlant au client. Plus on se rapproche de lui, plus on prend le risque, dans le fond, qu'on se trompe en lui parlant. Mais si on ne le fait pas, on ne sera jamais précis. Puis, cette culture-là, vous devez la développer graduellement. Je peux faire une intervention sur ça? Ben oui, c'est sûr. Peut-être un exemple. C'est vous le panel. Moi, je suis l'animateur. Mais tu avais l'air bien parti. Des fois, je m'emballe sur un commentaire, mais pas vous interrompre. Coupez-moi, puis c'est correct, il n'y a pas de problème. Dans le fond, dans le contexte de la Fondation d'Institut de cardiologie de Montréal, la peur de perdre des dons, la peur d'avoir un échec, c'était quelque chose qui était très, très présent, même que ça a pris presque 1 an et demi avant qu'il entame une certaine transition. Tu sais, le fait de passer d'une stratégie très, très publi-postage vers quelque chose qui était plus numérique, eux pouvaient perdre jusqu'à 13 millions de dons dans une année. Donc, ils ont pris ça par étapes, mais il y avait quand même un gros risque. Il a fallu qu'ils vendent à l'interne et qu'ils disent, écoutez, on va changer de stratégie, on va y aller graduellement, mais ça va payer. Ça va peut-être pas marcher le premier mois, le deuxième mois, on va finir par y arriver, on va finir par trouver la nouvelle recette qui va nous faire durer 5, 6, 7, 10 prochaines années. S'il aurait pris peut-être la décision de ne pas innover, qui sait ce qui aurait arrivé avec la Fondation?
Juste une précision qui est importante. En fait, on est tous pleins d'habitudes. Et l'habitude, c'est la précision, finalement. Parce que plus j'ai l'habitude de faire quelque chose, plus il y a de chances que je le fasse. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on cherche à faire, parce que c'est plein d'algorithmes qui ne raisonnent que toutes choses égales par ailleurs. Ils reproduisent ce qu'ils ont vu pour prédire le futur. Donc finalement, je me place dans une logique d'habitude. Et quand je parlais de surprise, mais il va falloir anticiper les changements. C'est comme dans votre couple, c'est exactement pareil. Il faut être capable de le faire, d'interagir, de le devancer, voire de le provoquer. Et cela, ce qui devient intéressant, c'est que l'entreprise devient actrice de cette relation et donc d'aller contre cette habitude-là. Et c'est son intérêt, parce que si elle se focalise sur l'habitude, à un moment donné, on ouvre les yeux ailleurs et on regarde ce qui se passe. Mais par contre, si l'entreprise joue cette carte-là, il y a plus de chances qu'on ne regarde pas ailleurs. Je vais juste faire une parenthèse, puis après ça, j'arrive à ma prochaine question. Je suis à la Banque nationale, puis je dirige une équipe de data scientists. Puis, on est en train de mettre sur pied un Model Factory, une usine à modèle prédictif. Puis, j'ai dit à mon équipe, on est rendu là parce qu'on a trop de modèles à faire. Puis, les gens qui font les modèles sont tous excités parce qu'on va avoir plus de modèles à faire. Moi, je leur ai dit, excite-toi pas trop parce qu'on va l'automatiser, puis j'ai plus besoin de toi. Et là, il me regarde, mais il dit, mais Michel, on ne peut pas me remplacer, moi, qui a une maîtrise en intelligence d'affaires, pour faire un modèle par une machine. J'ai dit, pourquoi pas? Je dis, si on est rendu au point où la demande est telle que je dois remodéliser constamment parce qu'on a tellement d'interactions avec le consommateur que nos modèles deviennent désuets trop rapidement, tu ne pourras pas suivre le rythme. Donc, je dois trouver une autre solution, et la solution, c'est la machine. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se concentrer sur d'autres problèmes avec les gens de marketing. Celui-là, il est réglé. Mais c'est un choc culturel complet. Parce que la personne, je viens de lui dire qu'elle va perdre sa job, puis elle pensait que dans le monde du big data et de data scientist, sa job était garantie à vie. Alors que je lui dis non, on fast forward, ta job va disparaître d'ici 5 ans. Mais on va faire d'autres choses. Ils sont encore sous le choc. Je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire, ne prenez pas pour acquis que le métier que vous faites va être encore là, il va se transformer. Puis c'est bien, puis c'est correct. Parce que les choses vont de plus en plus vite. Puis si moi, je disais, avant le lunch, je disais que je suis dans la vieille génération puis je pousse les jeunes, c'est dans ce sens-là que je les pousse. Parce que moi, je vois le changement, je l'ai vécu. Puis je ne travaille pas aujourd'hui comme je travaillais il y a 20 ans. Puis si j'avais fallu que je travaille comme il y a 20 ans, je ne serais plus là. Alors, eux vont vivre la même chose, mais ils ne s'en rendent pas compte. Bon. Mais c'est ça, quand on est jeune, on ne le sait pas. Hein. Le dernier élément, parce qu'il est presque 4 heures, puis je ne vais pas vous retenir trop longtemps, mais je vais finir sur un ton peut-être un peu plus léger. Moi, je suis un data scientist. Je travaille avec des gens qui sont en marketing relationnel. On a beaucoup de problèmes à parler le même langage. On a beaucoup de problèmes à établir des ponts pour qu'on se comprenne. Tous les jours, on travaille sur les mêmes campagnes, les mêmes initiatives. On a le même but, les mêmes objectifs. Mais quand on se parle, on dirait qu'on est deux mondes complètement séparés. Puis là, j'ai ma gang d'animaux, que j'appelle, qui modélisent et qui sont antisociaux par définition. Et j'ai mes gens de marketing qui, par définition, eux, c'est tout le contraire, c'est des gens relationnels. Le courant a de la misère à passer. Comment ça se vit dans les entreprises? Comment on peut abattre ces cloisons-là puis faciliter le dialogue entre ces deux mondes-là où la donnée doit parler au relationnel puis le relationnel doit bien comprendre ce qui se passe dans la donnée? Alors, je donnerai 3 exemples. Le premier, ça passe par la formation et c'est valable dès les études, puisque aujourd'hui, quand on a des formations typiquement de data scientist, on ajoute de plus en plus des formations métiers pour expliquer ce que c'est que le métier et à quoi va servir ce qu'ils vont faire. Ça, c'est le premier point. Et l'inverse est vrai. C'est-à-dire que dans les formations marketing, on ajoute de plus en plus des spécialisations sur la data, de façon à ce que ce savoir existe. Donc, pour le futur, on va être rassuré, entre guillemets. Dans les entreprises, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, vous l'avez dit. Alors, 2 choses qui sont intéressantes, c'est que très souvent, ce qui marche bien, c'est une fusion des 2 équipes. Donc ça, c'est un choix organisationnel qui fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils parlent le même langage, qu'ils s'entendent. Première possibilité. Deuxième possibilité, qu'on voit aussi également, c'est des programmes de formation où on met les équipes ensemble. Et à les faire travailler, non pas forcément dans un premier temps sur leur quotidien, parce que sinon, ça tourne au pugilat, tout le monde va se battre, mais les faire travailler sur demain. Parce que demain, ce n'est pas aujourd'hui, donc je suis plus ouvert et je suis prêt à changer des choses pour demain. Et là, ils vont s'apercevoir que finalement, ils ont beaucoup à apprendre les uns des autres, beaucoup à échanger
et qu'ensemble, ils vont faire quelque chose de bien mieux que comme ils le faisaient aujourd'hui. Donc ça, là, je vous livre plus mon expérience sur le terrain pour répondre à cette question. Pour ma part, c'est vrai que j'ai que ma toute petite expérience. J'aurais tendance à dire que les gens de marketing, c'est ce qu'ils font tout le temps, c'est de parler à des experts. Quand tu travailles avec une agence de communication, une agence de pub, au début, elle te parle des mots que tu ne comprends pas. Quand tu travailles avec des gens de R&D, ben, tu ne les comprends pas non plus. Toi, tu dis, je veux une crème qui sent bon. Je ne sais pas ce que ça veut dire, une crème qui sent bon. Donc là, c'est un peu la même chose. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, effectivement, sur Galenic. Stéphane le sait, j'avais une directrice marketing de formation statisticienne. Donc j'aurais tendance à dire que c'est des gens de marketing, à mon sens, qui doivent aller vers les autres, qui doivent être les plus malléables possibles, qui doivent être les plus ouverts et qui doivent être capables d'être caméléons avec... parce que de toute façon, les gens de marketing, ils ne font rien tout seuls. Ils ont besoin de tous les experts autour d'eux. Donc c'est à eux d'essayer de comprendre et de se modeler. Mais je dirais pas que c'est l'inverse. C'est vraiment le marketing qui doit se modeler, qui doit comprendre et qui doit à ce moment-là adapter son langage. Et ensuite, il doit être capable d'être multilingue, de parler à la R&D, de parler à l'industrie et puis de parler aussi aux gens de data. Et donc, il faut des profils ouverts. Il faut peut-être des gens de marketing qui ont fait des études de statistiques. Ça peut arriver. On s'entendrait bien parce que moi, je pousse mes gens data scientists à parler le langage marketing. Fait qu'on on convergerait. On va se trouver. Oui, c'est clair. Alexandre? Moi, expérience personnelle, ce qu'on voit souvent, c'est des équipes multidisciplinaires, un peu comme qui a été mentionné, par projet. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont mettre 2 personnes de marketing, une personne plus technique, une personne plus au data, puis ils vont créer des mini-projets ou des mini-campagnes, ce qui va faciliter un peu les interactions. Puis la deuxième chose, peut-être, qui est importante, c'est que c'est relativement nouveau comme approche, hein, le big data, le data. Il y a aussi un facteur temps qui va faire en sorte que les gens vont accumuler de plus en plus de connaissances. Les gens techniques vont côtoyer de plus en plus les gens marketing et vice-versa, ce qui va faire en sorte qu'on va en arriver avec des gens de marketing avec des backgrounds techniques et vice-versa. Je vais prendre moi, par exemple. Moi, en tant que formation, j'ai une formation de programmeur et de personnes qui gèrent des réseaux. Puis pourtant, là, je fais de la vente puis du marketing. T'sais. Fait que je pense qu'un n'empêche pas l'autre. Il suffit juste de, un, laisser le temps, puis deux, de se comprendre puis de travailler en équipe. C'est une grosse partie de la solution. Bien, merci. Il est 4 heures. Je ne veux pas être le rabat-joie puis vous empêcher d'aller au cocktail. Je remercie nos 3 panélistes. Puis